Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous suivez. C'est l'heure de votre émission Forum des idées, le magazine de la rédaction qui débat de l'actualité nationale que internationale. 3 thèmes au débat de notre émission. Transition après la rectification, nous sommes dans la phase de la clarification. La Comanaf, la compagnie malienne de navigation fluviale, à ce jour, les bateaux sont taqués. Faut-il avoir peur? Et enfin, la loi de finances 2025, est-ce une lueur d'espoir avec l'inscription du budget pour les élections? Nous en débattons avec nos invités. À ma droite, vous avez M. Sekou Niamé Batili. Il est le secrétaire à la communication et porte-parole du parti RPM, le Rassemblement pour le Mali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. À ma droite, vous avez M. Djoulou Sissoko, qui est le président du parti Force Patriotique pour le Changement, FPC Djekabara. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et justement, à l'angle, vous avez Moussa Nabi Diakité, il est journaliste, directeur des publications du journal Élite. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de Advance TV. Un plaisir de vous recevoir sur le plateau des Forums des idées. Alors, comme annoncé tout à l'heure, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé vendredi dernier la session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs, en abrévé PNV. Il en a profité pour demander la clarification entre les acteurs du changement et le faux soutien de la transition. Ma première question va à M. Djoulou en tant que politique. Quand le Premier ministre parle de clarification après la rectification, qu'est-ce que l'on peut retenir? Merci beaucoup, M. Paul. Je salue mes co-débatteurs. Je salue l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de Advance TV. Et formuler un vœu que le Mali s'en sorte gagnant de tout ce processus, que ça soit construit de nos efforts. Pour revenir à votre question, je voudrais dire par là que chacun est dans son rôle en fait. Le rôle qui est pratiquement le nôtre aujourd'hui en tant qu'acteur politique, c'est d'encourager et favoriser les actions qui concourent en tout cas à une sortie honorable et à un dénouement de tout ce dont aujourd'hui le pays est en train de traverser. Cela se fait avec l'ensemble, en tout cas, tous ceux qui ont les mêmes idées, qui pensent la chose de la même manière, qui travaillent dans le sens que nous puissions soutenir ce nouveau, soutenir cet élan qui est en cours, dans le sens d'assurer le vol vers un avenir meilleur pour le Mali. C'est ce que je peux dire de la question. Pour les acteurs, rarement je débat des hommes. Nous débattons, nous prononçons sur les idées et les procédures surtout et les textes qui nous mettent tous à contribution ou qui sied à nous tous. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette question-là. Nabi Diakité, de la rectification à la clarification, qu'est-ce que l'on doit clarifier concrètement? Peut-être bien que Monsieur le Premier ministre, en évoquant la clarification, est le seul à savoir ce qu'il faut clarifier. Parce que je pense que la population, dans ses aspirations, a toujours été claire quant à sa volonté et d'avoir des dirigeants, de bons gouvernants, propres, intègres et surtout qui répondent à l'éthique qui est demandée à un dirigeant. Alors, demander des clarifications peut porter sur des positions politiques, peut porter sur des intentions politiques, mais quand un dirigeant, je pense que les positions doivent être celles de trouver les voies et moyens nécessaires à satisfaire les volontés populaires. Et je pense que à travers les assises nationales, à travers le dialogue intermalien, les citoyens ont toujours dégagé une position claire vis-à-vis des autorités. Nous sommes avec vous tant que nous pouvons avoir la rétablissement de notre intégrité territoriale. Nous sommes avec vous tant que nous pouvons avoir une éducation refondée, avoir l'accès à la santé, à l'eau potable, tant que nous pouvons avoir l'accès à la sécurité, à l'intégrité de notre territoire et aussi à l'éducation. Donc, c'est demandé de clarifier aujourd'hui, ça dépend à qui c'est adressé, mais pas aux citoyens lambda, pas à vous et moi, parce que nous sommes toujours clairs dans nos positions pour notre pays. C'est le patriotisme qui anime. C'est le devoir aussi de contribuer aux efforts de guerre, aux efforts de développement
qui anime tout un chacun. Donc c'est un discours politique, il faut le cadrer dans ce sens. Alors, qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous entendez le Premier ministre parler, après bien sûr, on va parler de la rectification, il nous parle de la clarification. Selon vous, qu'est-ce que l'on doit clarifier? Bon, je ne sais pas trop ce qu'on doit clarifier. Et celui qui est auteur de ces propos doit le savoir, bien sûr. Mais moi, ce que je sais quand même dans sa démarche, du début de la transition à maintenant, quelqu'un qui s'est toujours opposé un responsable de gouvernement qui ne rassemble pas. C'est lorsque vous écoutez le mot clarification, ça fait allusion et aux acteurs qui animent la vie politique ou la gouvernance même de notre pays, mais au-delà, ça parle aussi des faux soutiens. Faux soutiens en ce sens que depuis le début de cette transition, nous avons toujours dit d'éviter de catégoriser les Maliens. Et quand on est chef de gouvernement ou quand on est appelé à une fonction publique, on est obligé de s'adresser aux Maliens au même titre. Et les bons et les mauvais. Souvent, il y a des Maliens qui s'égarent. Bien sûr, notre rôle est de les accompagner dans ça, de les faire comprendre et de les faire retourner dans la République. Ça marche comme ça avec un chef de gouvernement, mais avec des jeux de mots comme ça, toujours allant dans le sens à catégoriser les Maliens, à diviser encore plus dans un Mali où nous avons besoin de rassembler, où nous avons injecté des milliards à organiser et les assises nationales de la refondation, mais aussi le dialogue intermalien. Nous sommes actuellement en train de rédiger, le processus est en cours, la charte pour la paix. Donc voilà autant de forats qui prouvent que la nécessité de se rassembler, la nécessité de se donner la main est une priorité au Mali. Donc entendre un Premier ministre qui, en temps normal, doit être au premier rang de ces combats de rassemblement, ça inquiète beaucoup. Mais encore une fois, c'est entre eux. Ça inquiète beaucoup, M. Sissoko. Justement, quand on parle de clarification, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est temps qu'on puisse savoir réellement qu'est-ce qu'on doit prendre comme gouverne? Parce qu'il est temps aujourd'hui que les Maliens, qu'on le veut, on ne veut pas, qu'on ait une date pour aller aux élections pour qu'on puisse revenir dans la normale. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'il est temps de siffler la fin de la récréation? Alors, s'agissant du processus en cours, c'est ce que j'avais évoqué lors de ma première intervention. C'est un processus qui est en cours et qui a des étapes qu'on ne doit pas sauter. Et je pense aujourd'hui, tout ce qui se met en place sont en faveur, en tout cas, de l'organisation prochaine, l'organisation prochaine des élections. Dans la mesure où, après ce qui a été tout de suite cité, les différents forats qu'il y a eu, les différentes rencontres qu'il y a eu, chaque recommandation, chaque rapport, chaque conclusion de rencontre était dans le sens de parfaire la gouvernance, de parfaire le processus, dans le sens de parvenir à une élection, par exemple, apaisée, crédible, et une élection, on n'a jamais fait d'élection irréprochable, mais le moins irréprochable possible. Comme je l'ai dit, chacun est dans son rôle. Les institutions ne peuvent pas agir comme les individus. Les institutions travaillent sur les textes, les institutions travaillent à parfaire le processus d'organisation selon les normes constitutionnelles en la matière, selon les normes juridiques en la matière, et chaque institution est en train de mettre en place les instruments nécessaires pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à ce défi qui est aujourd'hui un défi à relever. Alors, un acteur qui prononce comme tout le monde est convenu là-dessus, en fait, comme on le dit, un mot n'a de sens que lorsque c'est utilisé dans une phrase. Alors, c'est comme si, quand on est maire ou responsable d'une idée ou des propos, on est souvent, en tout cas, le mieux placé pour ce qui nous concerne, pour le processus visé. Aujourd'hui, pour aller, par exemple, aux élections, les gens seront obligés de clarifier leur position. Si tu veux être candidat ou tu vas accompagner un candidat, ça va être connu. Et donc, si c'est dans ce sens, ça ne peut que favoriser davantage ou encourager les forces vives de la nation à se mettre dans une disposition pour mieux compétir et de faire une compétition certainement à chance égale. Voilà. À l'analyse de la situation politique actuelle du Mali, Niamey, je m'adresse à vous.
On a vu que après la ratification, normalement, dans les forums nationaux comme internationaux, en l'absence du président de la transition, c'est le Premier ministre. Et depuis un bon moment, on voit que c'est plus le ministre d'État qui représente le Mali à des forums internationaux tels qu'à l'ONU. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que le Premier ministre se sent isolé qu'il parle de clarification du moins? Bon, si c'est le cas, ça s'adresse au président de la transition. Moi, je ne saurais en tout cas me substituer au président pour décider qui doit représenter le Mali ou pas. Son pouvoir discrétionnaire à lui, du moment où le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, a été nommé par décret ministre d'État, il va de soi que souvent le président peut lui confier des dossiers qui ne sont pas gérés au niveau du Premier ministre. Dans la pratique courante des institutions, nous avons connu ça, et au Mali et dans d'autres pays. Ce n'est pas une première que le président confie des dossiers importants à un ministre du gouvernement en dehors du Premier ministre. Maintenant, si réellement, comme vous le dites, la clarification du Premier ministre s'inscrivait dans ces registres-là, c'est encore plus dommage, parce que ça prouve en tout cas une cacophonie, une division au sommet de l'État qui peut encore inquiéter les Maliens. Parce que nous, du moment où nous avons fait 4 ans de transition, même si de la rectification à maintenant, c'est 3 ans et quelques mois, nous sommes quand même, les Maliens seraient heureux de voir au sommet de l'État des gouvernants unis, des gouvernants qui parlent d'une même voix, des gouvernements qui décident en ça, qui prennent les préoccupations du peuple. Et non, en tout cas, un Premier ministre qui demande à un président de la transition de clarifier une position. Ça serait très dommage. Nabi, justement, aujourd'hui, quand on voit juste en politique, la rectification, on sait que le Premier ministre, c'était parce qu'il avait une force derrière lui, le M5 RFP. Aujourd'hui, le M5 RFP n'est plus avec lui. Il y a une crise entre les acteurs. Les politiciens ont été mis en berne. Même vous, hommes de presse, aujourd'hui, vous êtes dans l'œil des dirigeants. Est-ce que quelque part, ce n'est pas tous ces aspects qui poussent aujourd'hui le Premier ministre à demander une certaine clarification pour qu'on puisse vraiment sortir de toutes ces situations de léthargie? D'abord, je rectifie quand même que les hommes de presse ne sont pas en porte-à-faux avec quelqu'un. Nous ne sommes pas, je ne réclame pas peut-être une neutralité, mais peut-être une impartialité vis-à-vis du traitement de l'information comme notre métier le recommande, mais aussi vis-à-vis de nos opinions envers et par contre tous. Moi, quand même, il faut savoir que chaque fois qu'il y a des porte-à-faux, des divergences entre les hommes, ça naît des intérêts. Des intérêts liés soit à des postes, soit à des visions ou à des positions. Et je pense que parfois, les intérêts étant en jeu, les uns et les autres peuvent se sentir frustrés ou peuvent se sentir de la confusion dans certains rôles. Et souvent, c'est peut-être de nos interprétations que nous pouvons peut-être essayer de trouver quelque chose qui pourrait expliquer peut-être ce que nous sommes les seuls à avoir comme opinion ou comme interprétation. Mais moi, ce qui est sûr, nous avons un président qui est là depuis 4 ans, nous avons un gouvernement, et le chantier de refondation du Mali est très vaste. Il y a eu des mécanismes qui ont été déployés, il y a des mécanismes qui ont été définis, il y a aussi des canevas qui ont été mis à la disposition de tout un chacun. Et la seule chose qui doit valoir, c'est de trouver les voies et moyens nécessaires à donner aux Maliens une république refondée, fondée sur la base d'une constitution nouvelle qu'on vient d'adopter, de redonner aux Maliens le minimum de l'électricité et aussi à permettre des projets qui peuvent être réalisés dans un délai court, ce qui est notamment la relance de l'économie à travers des infrastructures routières, à travers la refondation de l'éducation et la promotion de l'entrepreneuriat. Et ensuite, maintenant, ce qui est des positions des uns et des autres, si c'est des questions d'intérêt ou des questions de positionnement politique, je pense que les élections seront le mieux à les élucider. Mais pour ce qui est de la transition, c'est ce que moi j'ai toujours dit, il n'y a pas d'intérêt personnel, il n'y a pas de position individuelle. Nous sommes dans un bateau où notre seul souhait à tous est d'arriver à bon port. Parce que nous n'avons pas droit à une marche arrière, nous n'avons pas droit à l'échec. Donc aboutir ensemble à une fin heureuse de la transition est la seule position qui doit valoir. Et je pense que nous devons taire
parfois nos positions personnelles et peut-être nos frustrations. Arrivé à bon port, M. Sissoko, on a vu dans un passé récent, il y avait le cas de concertation entre les leaders politiques, les forces vives et les autorités. Aujourd'hui, cela n'existe plus. N'est-il pas temps de renouer à cela pour qu'on vraiment puisse savoir que les choses bougent? Bon, vous venez de le dire plus tard qu'hier ou avant-hier. Les cadres des partis politiques étaient en échange avec le gouvernement à travers 2 ou 3 ministres au CICB. S'agissant du cadre d'échange avec le ministère de l'administration territoriale, ce ministre même c'est suite à sa convocation, à son invitation, des partis politiques qui se sont retrouvés au CICB. Et je pense qu'il faudrait peut-être dire, par rapport quand même au collège électoral ou d'autres cadres du JAR, de discussion par rapport aux échanges concernant la vie de la nation. Peut-être c'est ce qu'il faudrait encore, si le besoin en était, ça va être le cas forcément parce que pour parler d'élection, il faut qui va aux élections, qui est acteur d'élection. C'est déjà, il faut forcément que ces acteurs se retrouvent, qu'ils échangent pour qu'ils se disent voilà comment concrètement on va s'y prendre avec les instances qui sont les nôtres et qui sont les instances qui ne se déroulent pas sans notre participation. Alors donc, je pourrais dire qu'il n'y a jamais eu de rupture avec le dialogue entre le gouvernement et la classe politique à travers, n'est-ce pas, notamment le ministère de l'administration territoriale, qui est pratiquement la porte d'entrée et le répondant, n'est-ce pas, des forces politiques au niveau du gouvernement. Donc, peut-être dire que c'est ce qu'il faut reprendre. Reprendre, ça veut dire qu'il y avait une rupture. Certainement, c'est aller vers d'autres formats et vers d'autres objectifs qui nécessitent d'autres types de rencontres, peut-être qui sont un peu tard et qui étaient liées aux enjeux. Parce que la rencontre, si on parle du collège électoral, ça c'est tout le monde sait, ça c'est en fonction d'un événement. Et avec les dates, les changements qu'il y a eu, donc la fréquence de ces rencontres-là était forcément liée au besoin, n'est-ce pas, d'évoluer vers cette instance qui est l'instance déterminante pour la sortie, n'est-ce pas, de tout ça. Mais Batili, justement, que répondez-vous lorsque aujourd'hui on sait que dans un passé récent, il y avait vraiment ce cas d'échange avec le ministre de l'administration territoriale qui permettait quand même aux acteurs, aux hommes politiques de discuter de la vie de la nation, mais depuis le report de la date de la présidentielle, aujourd'hui, c'est devenu une lettre morte rangée au canon grec. Et en plus de cela, avec les 11 leaders politiques arrêtés, qu'on demande la libération et dont les partis signataires ont dit, tant que ces derniers ne sont pas libérés, ils ne participeront plus à aucune rencontre avec les autorités. N'est-il vraiment pas temps qu'on puisse poser des trucs sur la table pour qu'on discute et sortir de cette crise-là? Bien évidemment. Et c'est indéniable qu'il n'y avait plus de dialogue possible entre une grande partie de la classe politique et les autorités. Ça, c'est une réalité. Et la dernière rencontre du cadre de concertation entre le ministère et les partis politiques remonte de très longtemps. Très, très longtemps. Encore une fois, je précise quand même que depuis l'adoption de la loi électorale du 24 juin 2022, ce cadre est une prérogative de l'AISE, l'autorité indépendante de gestion des élections, et non du ministère. Donc, nous estimons que pour appliquer ces textes, c'est l'AISE qui est censée être indépendante, qui réunit les acteurs et les ministères de l'administration territoriale, les partis politiques, la société civile. L'AISE avait promis, depuis son installation, faire de cet espace un espace régulier, chose qui n'a pas été faite. L'AISE nous a conviés une fois, je me rappelle encore une fois, et la seule fois que l'AISE a quand même pu faire ça, c'était en tout cas pour communiquer, pour donner une information et non pour prendre une décision. Parce que ces jours, le premier responsable de l'AISE disait qu'il n'est pas habilité, lui, à donner une date des élections, ni à donner un calendrier. Donc il restait à la disposition de l'administration, des autorités administratives, pour avoir une idée sur tout ça. Donc je me dis quand même que le dialogue entre une grande partie de la classe politique et les autorités était rompu. Maintenant, voir le ministre de l'administration territoriale rencontrer les partis politiques, mais pas sur des aspects électoraux,
c'était dans le cadre de l'appropriation ou de la vulgarisation du programme national d'éducation aux valeurs. Ça n'a rien à voir avec les élections. Donc, nous pensons que c'est une bonne chose quand même d'écouter la classe politique, de les rencontrer souvent sur des questions importantes, des sujets importants de la nation. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Bon, maintenant, depuis le 10 avril, d'abord bien avant, le 25 mars 2024, c'était la fin juridique de la transition. Et depuis, nous sommes dans un vide. Et si aujourd'hui, nous avons quelque chose à reprocher à cette gouvernance, qui a été reprochée d'ailleurs à la gouvernance précédente, c'est le non-respect des textes. C'est aussi le non-respect des engagements pris. Ces autorités ont pris des engagements à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel par 2 fois. La première fois, elles ont péché. La seconde fois, elles ont péché. Actuellement, nous sommes dans un vide, personne ne connaît un calendrier. Personne ne connaît une date du retour à l'ordre constitutionnel. Depuis le léger report en septembre 2023, nous sommes à plus d'une année maintenant. Le ministre nous disait léger report. Et léger, c'est le français. Et Paul, je ne vous apprends pas cela. Léger veut dire léger, mais plus d'une année. Celui qui a repoussé les élections de façon légère n'est pas capable de réunir les acteurs principaux autour de la table pour discuter et décider de la suite. Voilà les problèmes qui se posent actuellement. Donc nous disons actuellement, il y a non seulement une violation flagrante des textes, mais aussi le non-respect des engagements pris par les autorités. Qu'est-ce que l'on doit faire pour qu'on puisse vraiment avancer pour que le bateau Mali accoste à bon port? Alors, je vous dis, septembre 2023 et octobre 2024, il faut quand même savoir qu'il y a eu beaucoup de choses. En septembre 2023, quand on annonçait le léger report des élections, il fallait quand même comprendre que l'aménagement était déjà dans la disposition de se retirer vers décembre. Il a fallu déployer d'énormes moyens pour reconquérir l'intégrité du territoire et poser pied à Kidal. Et aujourd'hui, je pense que c'est une réalité. Et il y avait beaucoup de motivations qui ont prévalu à la suspension des activités politiques à un moment donné. Donc, je pense que chaque fois qu'il y a nécessité de se retrouver, ça a été toujours le cas. Et le cadre de concertation ne se résume pas seulement qu'à parler des élections. C'est comme si on réduisait tout l'exercice politique à des questions d'élection, à des questions d'hommes, à des choix d'hommes. Ceux-ci sont bons, ceux-ci sont mauvais. Non. Et moi, je pense que les élections, même, c'est sur des programmes et non sur des personnes physiques. Maintenant, ceci étant, l'âge sur les élections peut consulter les partis politiques, mais le ministère de l'administration territoriale, qui a pouvoir sur l'exécutif, sur les localités, a aussi besoin de parler aux partis politiques, qui sont des supports, des piliers même de la démocratie, mais de la stabilité sociale. Donc, les consultations ne rentrent totalement pas. Maintenant, pour arriver à bon port, le bateau Mali puisse accoster à bon port, c'est ce que je dis toujours, sortons des procès de détention, sortons des conflits d'intérêts, que chacun soit sûr de sa vision qu'il porte pour ce pays, mais qu'on ne se résume pas à Bamako seulement, à regarder les choses. Vous avez évoqué tantôt la Comanev. Sortons de Bamako. On va avancer sur ce point justement. C'est pour vous dire que sortons de Bamako. Les priorités ne sont pas seulement d'aller aux élections. Les priorités sont beaucoup d'autres. Il y a des régions entières où l'économie est morte. Il y a des régions entières où les populations sont en attente de sécurité. Il y a des régions entières où peut-être les aspirations n'ont rien à voir avec nos... Donc, que faire selon vous? Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est toujours avoir nos priorités. Les priorités sont définies. Monsieur Siroko, comment faire pour accoster le navire Mali à bon port? Déjà, ça a été largement expliqué. La volonté est déjà... Nous sentons tous qu'il y a la volonté d'aller vers la sortie. L'étape qui permet d'aller vers la sortie s'organise, se prépare. Et cette préparation du point de vue juridique, du point de vue administratif, aujourd'hui est très bien avancée. Cela dénote d'un certain nombre de prises de décisions qu'on constate
fréquemment. Et à la reprise des activités des partis politiques, l'instance comme l'EJ a renouvelé avec sa rencontre avec les forces, avec les cadres des partis politiques, n'est-ce pas, pour échanger, partager avec eux les idées, l'actualité concernant la classe politique et les instances qui les concernent. Cela participe à la volonté que dès lors qu'il y a une reprise d'activité avec les partis politiques, qu'il y aura forcément la continuité par rapport à l'organisation des instances qui vont donner à l'État les assises nécessaires du point de vue institutionnel, du point de vue recommandé par la Constitution et du point de vue national comme international. Selon vous, que faut-il faire pour que le bateau accoste rapidement? Ce que je dis, pour que le bateau accoste rapidement, c'est ce qui est en cours. C'est-à-dire? C'est les élections qui se préparent et c'est par cette seule voie qu'on aura une sortie et qui est en train de se préparer. D'accord, nous allons partir sur le point 2 de notre débat, sur la Comanaf. Au regard de l'évolution satisfaisante du niveau d'eau du fleuve Niger, le démarrage de la campagne de navigation de la Comanaf, la compagnie malienne de navigation fluviale, était prévu pour le 15 août dernier. Malheureusement, à ce jour, les bateaux sont toujours à quai. Alors, l'on se souvient que le 7 septembre 2023, il y a eu l'attaque du bateau Tombouctou, ce qui même a sonné le glas vraiment de cette navigation sur le fleuve. Diakité, aujourd'hui, plus d'1 an, pas de bateau. Pourtant, c'est le moyen sûr pour désenclaver le pays, pour les régions centre et nord. N'est-ce que, sûrement, nous sommes en train d'assister aussi à la mort de la Comanaf? Il faut préciser qu'il n'y a pas de bateau de Comanaf sur le fleuve depuis le 7 septembre 2023. Mais il y a les PINAS qui continuent de relier les régions du sud aux régions du nord. On parle plus pour ce qui est étatique à la Comanaf. Oui, c'est pourquoi je précise. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de bateau... mais c'est la Comanaf qui intéresse plus que c'est pour l'État et c'est là qu'il y a plus de grands ports. La Comanaf, c'est une société nationale, justement, c'est pour ça qui m'intéresse. Mais il y a quand même des moyens de transport privés qui contribuent aussi à faciliter ces transports. Et pour l'État, donc, ce n'est pas comme si la liaison était coupée. La liaison est coupée. Parce que pour l'État, c'est plus gros porteur, c'est plus étatique, c'est plus sûr, c'est plus... Je suis d'accord. Je voulais juste apporter la précision pour dire que le relais continue. Nous sommes toujours liés et reliés d'ailleurs. Maintenant, la Comanaf, comme vous le savez, le bateau Tombouctou a été l'objet d'une attaque ignoble et lâche qui a fait des victimes, hommes, femmes et enfants, et représentait beaucoup dans les transports et des troupes, mais aussi des populations civiles et des marchandises. Et ça a contribué énormément aux échanges mercantiles entre les populations, à partir de Mopti surtout, jusqu'à Tombouctou, Koremou. Et depuis une année d'arrêt, il faut quand même relever que c'est une énorme perte pour la société elle-même d'abord, qui, malgré ces difficultés, cet arrêt de travail, continue quand même à payer les salariés, malgré des retards de paiement. J'étais à Sévaré, je suis revenu le vendredi passé seulement, et je me suis entretenu avec les syndicats et les travailleurs, et je pense que la reprise est envisagée, et à la demande des administrateurs de la société, mais aussi à la demande des travailleurs. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a des mécanismes de sécurité qu'il est évident de mettre en place. C'est vrai que les PINAS disent ne pas avoir été l'objet de tirs à la roquette ou de balles, mais les bateaux Comanaf, comme vous le savez, sont des entreprises de l'État où les groupes armés, terroristes ou des bandits armés s'en prennent pour faire mal, et mal plutôt à l'État. Donc l'État est obligé de revoir un peu quelle méthode adopter pour sécuriser les populations et ces bateaux. Donc je pense que c'est en discussion, c'est objectivement recherché et je pense que les choses vont évoluer dans ce sens avec l'apaisement croissant. Sekou, alors depuis le 7 septembre 2023, les bateaux à quai, faut-il avoir peur? Oui, c'est une inquiétude. Il faut le reconnaître. J'écoute Nabi, j'ai envie de rire, quoi. D'abord, il dit que les salariés continuent d'être payés, même si les salaires sont en retard. Dans la même phrase, il y a une contradiction. Du moment où vous admettez que les salaires sont en retard, on ne peut pas dire qu'ils continuent de les payer. Ce n'est pas possible.
Et souvent, reconnaissons là où il y a des difficultés. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'approche, c'est d'aider les autorités à trouver des solutions aux problèmes qui assaillent nos populations. Et c'est des chefs de famille qui nourrissent leurs familles dans des entreprises pareilles. Nous regrettons l'attaque du bateau Tombouctou et toutes les autres attaques sur le territoire national. Et nous les condamnons fermement. Ça, c'est une réalité. Nous sommes avec les forces armées de sécurité dans la lutte contre les terroristes. Maintenant, après, la politique du gouvernement, que ce soit ces secteurs autant que d'autres secteurs, nous sommes dans les effets d'annonce. Je pense que chacun ici le sait. Ce n'est pas que la commandement seulement, c'est dans beaucoup de secteurs. Combien de premières pierres ont été posées? Il y a des pierres où on ne les retrouve même plus. Tant on a fait promettre des choses aux Maliens qu'on ne voit plus. Ça, ce sont des réalités qui sont là. Faisons face à ces réalités. C'est-à-dire, aidons les autorités à trouver des solutions, mais aidons-les aussi à sortir des effets d'annonce. Pour les trains, ça c'est un exemple. D'accord, justement. Pour les centrales, c'est un autre exemple. Il y en a tant d'autres. Donc moi je dirais tout simplement, quand on dit que le gouvernement est en train de travailler pour la reprise qui est envisagée, il y a beaucoup de choses qui sont envisagées dans ces pays-là. Mais jamais on ne voit, l'acte n'est jamais joint à la parole. C'est ça aussi le problème au Mali. Monsieur Sissoko, la Komanave, les bateaux à quai, alors que c'est un moyen vraiment qui permettait de transporter assez de marchandises comme des transports, surtout qu'aujourd'hui les routes sont dans des états très dégradés et avec les attaques sans cesse sur ces routes, les gens préféraient plus de bateaux. Mais plus d'un an, aujourd'hui, les bateaux sont à quai. Est-ce qu'on ne doit pas commencer à s'inquiéter? Merci pour la question. En posant la question, vous-même, vous avez relevé que les gens, par peur des attaques, voudraient le canal bateau. Et qui d'ailleurs n'a pas encore aussi échappé à l'attaque. Vous voyez. Donc, c'est un chantier difficile qu'il faudrait comprendre. Aujourd'hui, tout comme le train, comme le bateau, les moyens de transport qui puissent contenir au maximum, en tout cas le maximum d'usagers pour, n'est-ce pas, des trafics, ça doit être dans une organisation, une sécurisation. Il y a toute une panoplie, n'est-ce pas, d'éléments qui vont ensemble pour que l'activité se mène sereinement et que ça se mène sûrement. Le tout n'est pas qu'une question de moyens visibles tout de suite. Mais les facteurs déjà évoqués concourent forcément à revoir souvent les calendriers, à les respecter. Et il suffit, tu peux dire par exemple, il était prévu de faire le redémarrage en août. Peut-être à ce niveau, il y avait le sujet qui était en débat, c'était par rapport à la subvention de l'État, que l'État accordait, n'est-ce pas, à la compagnie. C'était des sujets qui étaient en discussion. Alors donc, mais qui ont été posés dans le sens de trouver une réponse pour que ça puisse être repris tel qu'attendu. Mais lorsqu'on est dans une situation où la sécurité à tout moment peut, n'est-ce pas, s'inviter dans les programmes ordinaires, on est aussi dans l'obligation de s'organiser en conséquence, de travailler en conséquence. C'est vrai que les compagnies privées qui aujourd'hui servent le relais, d'après mon co-débatteur Diakité l'a évoqué, en face à la question, à un autre lieu, on ne doit pas les citer, mais tout ça là également sont des moyens palliatifs, aujourd'hui, peut-être qui passent, pas inaperçus si on est sur un plateau, mais qui passent en tout cas mieux possible, par exemple qu'un bateau qui fait son démarrage prévu ordinairement sur tous les toits et tout le monde est informé nationalement et internationalement. Donc les risques liés à ces moyens ne sont pas les mêmes. Donc du coup, je dis pour l'État, l'État a des missions régaliennes. Ça c'est la défense, la sécurité. Toute vie est une vie. Peu importe le nombre de personnes, les vies se valent. Donc la sécurisation des vies est une obligation pour l'État. La reprise de certaines activités doivent intégrer, n'est-ce pas, les éléments, les facteurs qui concourent à la réussite et à la bonne mise en œuvre de l'activité concernée. Il ne s'agit pas seulement de se lancer ou de dire on l'a dit, il faut qu'on le fasse. Et pendant qu'il y a des facteurs
qui puisse, n'est-ce pas, nuire à toute la bienveillance de la chose, ça doit être en ce moment circonscrit dans une vision, n'est-ce pas, de sécurisation du citoyen. Diakité, comment faire vraiment pour qu'on puisse vraiment reprendre le trafic fluvial? Alors, je vais quand même juste rebondir un peu avant de... On va vite, on va avancer. Oui, je veux quand même dire, il n'y a aucune contradiction. Moi, je pense que l'inquiétude qui est mise, c'est tout faire pour que la Comaraf ne s'arrête pas. C'est pour sauver l'entreprise, sauver des emplois et des salaires. Et je pense que des efforts sont fournis en ce sens. Et c'est pourquoi moi, je ne suis pas à Bamako, hein, j'étais à Sévaré et j'étais sur le quai. Contrairement à Sekou qui est à Bamako, où parfois vous ne recevez des informations qu'à part le temps. Oui, justement, qu'est-ce qu'il faut préconiser? Donc, parce que c'est moi, là je le pense grand problème. que l'inquiétude, elle est justifiée. Si la société est menacée, c'est des entreprises, c'est des emplois qui sont menacés, ce sont des familles qui sont menacées. Et comme je l'ai dit, il y a des retards, mais qui ne justifient pas du tout et qui ne disent pas du tout qu'il y a arrêt des salaires des gens. Et les gens bénéficient de leur couverture sanitaire à mot, et les gens, malgré les retards, parviennent à nourrir leur famille. C'est vrai qu'il y a des difficultés, et c'est tout à fait normal de reconnaître qu'il y a des difficultés. Et moi, je dis, il n'y a pas que des effets d'annonce. Tout est une question de volonté. La volonté, elle est émise, mais nous sommes tous d'accord que nous traversons une conjoncture financière et qu'il y a des difficultés énormes partout, malgré nos bonnes volontés. Ces difficultés, vous les avez connues, nous les avons connues ensemble, nous avons été résilients autrefois. Autrefois, on a donné des milliards à des ministres pour aller en Afrique du Sud pour acquérir des terres de terrain. Pendant ce temps, le terrain s'est arrêté encore après. Sinon, on ne serait pas encore dans le même besoin exprimé du train. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Maintenant, le plus important, comme dans tous les secteurs du Mali, qui sont prioritaires et qui sont urgents, il faut maintenant tout faire pour que la société ne s'arrête pas. Et cela va encore demander des efforts budgétaires et cela va encore se faire ressentir sur les impôts des citoyens parce que nous n'avons pas tellement de sources de revenus. Donc, moi, c'est le plus important, c'est les doléances, c'est que l'État est acculé, l'État a des difficultés, mais c'est d'aller ensemble, en donnant le temps aussi à l'État. L'État, c'est nous. En nous donnant le temps et de rétablir la sécurité et de faire face à ce que l'existant qui est là puisse être préservé. Et pour moi, le plus important, c'est aller en ce sens et toujours savoir bien gérer et ce que nous avons comme peu. Sekou Niamé, comment sauver le soldat Comaraf? En travaillant, en disant la vérité au peuple, en reconnaissant ses difficultés, comme Nabi vient de le faire. Je me réjouis d'ailleurs qu'il a évoqué quelques difficultés qu'il reconnaît maintenant. Et aussi pour dire qu'il doit savoir que Sekou Niamé est un élu communal, mais pas de Bamako. Je ne suis pas de Bamako. Mais, voilà, donc pour comprendre que je suis un homme de terre. Attention, moi j'ai quitté Nyoro il y a 2 semaines et je m'apprête à aller la semaine prochaine. Donc je ne suis pas de Bamako et je ne suis pas à Bamako. Autre chose, il faut aussi savoir que nous, nos partis sont implantés au Mali. Partout où nous parlons, que ce soit au centre ou ailleurs, nous avons nos représentants là-bas qui animent la vie politique, mais qui sont du terroir, qui connaissent mieux le terroir que vous qui quittez ici pour aller pour une mission d'1 semaine. Ce n'est pas le cas. Ceux qui nous informent connaissent mieux leur terroir. Ils sont là-bas, ils vivent là-bas, ils sont dans ça, dans l'insécurité et dans cette crise dont nous parlons de la Comaraf. Donc c'est bien de préciser cela pour que Nabi sache. Maintenant, ces difficultés dont nous parlons, aujourd'hui, moi je pense que la solution que le gouvernement doit apporter, c'est d'abord d'évaluer réellement les besoins sur le terrain et d'y faire face. C'est ce qui nous manque. On est dans des déclarations au Mali et c'est malheureux que depuis 4 ans, on nous demande encore de donner du temps. Un mandat présidentiel, c'est 4 ans. 5 ans. 5 ans. Et une transition qui a duré 4 ans. Or, un mandat, c'est 5 ans. Et on nous demande encore de donner du temps. C'est déplorable. Je suis désolé. Ils ont eu assez de temps pour régler tous ces problèmes. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas régler tous les problèmes. Aucun régime ne peut régler tous les problèmes. On peut poser déjà les bases. En tout cas, les dirigeants, mais quand vous dites les dirigeants peuvent en tout cas dire la vérité sur un certain nombre de questions au peuple. Voilà les faits réels, voilà l'existant, voilà ce que nous envisageons de faire, ce qui est possible dans les courts, moyens et long terme. Voilà des discours dont nous nous attendons et le peuple aussi est compréhensif.
Mais si vous sortez à chaque fois faire des déclarations d'intention, faire des déclarations à faire croire que tout va marcher demain, et si demain on vous pose les mêmes problèmes, et d'aucuns pensent que vraiment c'est des procès d'intention. À vous entendre tous parler, il faut du temps, il faut poser la problématique, il faut vraiment mûrir la réflexion pour que la Comanaf puisse reprendre son trafic sur le fleuve pour le bonheur de tous les Maliens en général. Dernier point de notre débat, nous allons avancer quand le temps qui nous est parti vers sa fin. Alors, retirer in extremis lors de la loi de finances 2024, les frais liés à l'organisation des élections générales refont surface, ne pas dire réapparition, dans le projet de loi de finances 2025. Monsieur Sissoko, avec cette annonce, est-ce qu'on peut dire que sûrement, doucement, on s'en va, on s'achemine vers la tenue des élections générales au Mali? Merci beaucoup, M. Paul. C'est ce que je disais, que par rapport à la sortie du Mali du processus qui est en cours, ça s'achève par l'instance qui est l'élection qui est connue de tous. Je l'avais dit tantôt que les institutions ont été mises en place. Les institutions, à leur niveau, s'organisent pour mieux affronter cette épreuve, pour ce qui concerne chaque institution à son niveau. Et cela est matérialisé par l'élément que vous venez de dire, parce que ça va me permettre de donner un peu une définition de la loi des finances pour que les interlocuteurs comprennent, les téléspectateurs comprennent un peu qu'est-ce que ça veut dire une loi de finances. Rapidement. Rapidement, c'est pour l'État, c'est pour donner les moyens en une année de tout ce que l'État doit recevoir et faire face aux charges qu'il attend pendant cette année-là. C'est la définition, elle n'est pas universelle, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Oui, oui. Et alors, donc, quand vous retrouvez dans ce document, dans cette loi, des éléments qui sont cités là-dedans, forcément, c'est parce que ça doit être exécuté pour l'année en cours. Parce qu'une loi de finances, elle est, dans les principes budgétaires, c'est annuel. Et donc, ça voudrait dire que les éléments budgétisés sont budgétisés en fonction des recettes attendues et qui doivent l'être dans la même année. Cela nous fonde à dire que il y a la volonté d'aller aux élections. Une organisation saine est en cours dès lors que les documents institutionnels et constitutionnels qui doivent l'accompagner sont en train d'être mis en place. Mais n'oublions pas également qu'à ce niveau, il y a d'autres lois de finances qui puissent se mettre en place, comme les lois de finances rectificatives, qui très souvent, lorsque on s'attend aux recettes attendues pour faire face aux dépenses ou aux charges qui sont de la période, lorsqu'on sent qu'il y a des écarts entre ces différentes prévisions, donc l'ajustement budgétaire peut se faire à travers ce qui est autorisé aussi par la loi. Ah, oui. Mais dès lors que l'on voit dans ce document de loi de finances, on se fonde là-dessus de dire que tous ceux qui sont cités là-dedans sont des éléments qui doivent être exécutés pendant l'année civile. D'accord. Diakité, justement, avec l'effet d'annonce de ces frais pour les organisations des élections, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, sans faux fuyant, on est en train de vouloir s'armer pour pouvoir sortir de la crise au Mali? Sortir de la crise... Aller aux élections, parce que les élections sont la fin d'une crise. Non, les élections vont mettre fin à une transition. Nous sommes dans une crise, une transition politico-socio-économique. Oui. Donc, quand on va aux élections, qui n'est pas forcément liée à des élections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, les élections de 2013 auraient mis fin à la crise politico-sécuritaire que nous vivons. Non, nous ne sommes pas dans une crise. Nous ne sommes pas partis en arrière pour parler de la crise que nous vivons actuellement. Nous avons connu une rupture constitutionnelle. On peut se comprendre. La crise actuelle est plus profonde que ce que nous sommes en train de dire. Alors, et cette crise-là ne sera pas résolue par les élections. Aujourd'hui, un État sans des institutions reconnues à l'international, dans une transition, comme le dites, aujourd'hui, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, sans faux fuyant, il faut revenir à l'ordre constitutionnel pour que le Mali puisse être dans le concert des nations. Que devons-nous faire aujourd'hui pour que le Mali puisse revenir dans le concert des nations? Alors, ce que nous devons faire aujourd'hui pour que le Mali soit ou retrouve toute sa place dans le concert des nations, parce que nous ne sommes jamais sortis du concert des nations. On peut répondre à la question pour avancer, s'il vous plaît. Donc, je vais vous dire, ne nous apitoyons pas sur notre sort. Les élections, c'est un faire-valoir pour aux yeux d'autres personnes.
Et moi, j'ai toujours dit, donnons la priorité à la refondation du Mali, à la mise en place d'institutions fortes, fortement représentées par des personnes représentatives des valeurs de notre société. Mettons en place des mécanismes qui feront de telle sorte que nous ne nous retrouvons plus à user des armes pour se retrouver au pouvoir. Mais faisons aussi en sorte de pouvoir mettre en place des institutions pour que les aspirations et les volontés des peuples ne soient jamais détournées. Et moi, je pense que si nous parvenons à aller en ce sens-là, nous irons vers une sortie de la crise politico-sécuritaire qui date depuis 2010, donc plus de 12 ans, et non uniquement liée à des élections. Sur en 2013, on ne serait pas dans cette crise. Maintenant, les élections, qu'on soit d'accord, sachez que les élections sont une part primordiale de la démocratie. Je vais vous dire, dans un État. Ces élections, je vais vous dire aussi, oui. On est en train d'en faire un truc, mais c'est de l'hypocrisie. Moi, avec tous les hommes politiques que je me suis entretenu, avec tous ceux que je me suis entretenu... On ne parle pas d'opinion personnelle, on parle de façon générale d'une nation. Est-ce que nous pouvons aller dans la généralité? Je suis en train de vous dire, vous dites que d'aller aux élections, faire valoir, mettre en place des mécanismes qui sont définis par les autres. Mais pour nous, est-ce que c'est un besoin? Par exemple, tous les hommes politiques aujourd'hui sont prêts et à adhérer même à la candidature du président Assimi. Nous ne sommes pas venus faire un débat. S'il faut juste s'il vous plaît, on n'a pas venus faire un débat. S'il vous plaît, on n'a pas venus faire un débat des hommes politiques, s'il vous plaît. On est venu juste pour apporter, s'il vous plaît, on peut s'écouter. On est venu pour changer des idées pour pouvoir sortir notre pays de cette crise. Le jugement des hommes politiques, je ne suis pas venu qu'on puisse... Je ne suis pas venu qu'on fasse. N'incriminons pas, non. Vous incriminez un peu, s'il vous plaît, vous incriminez un peu trop les hommes politiques. Non, je dis bien, je vous pose une question précise. Que devons-nous faire avec l'annonce des frais dans le budget? Est-ce aujourd'hui un bon signe pour dire que nous allons sûrement vers les élections? Je veux votre avis là-dessus. L'année dernière, dans le budget 2024, c'était l'un des points saillants. On ne l'a pas fait. Qui a été retiré in extremis du budget. Et ça n'a pas été, c'était prévu au cas où... Ça a été retiré du budget in extremis. Là, au cas où elles auraient été programmées, le budget était disponible et on avait donné toutes les assurances. Cette année encore, si le calendrier est là, et je vois que c'est cité, avec d'autres mesures telles que l'augmentation du budget de l'EJ et aussi la mise en place de certains mécanismes d'opération de la Constitution. Donc si c'est programmé, bien sûr que nous y irons. Mais pour moi, ça ne parle pas de la fin d'une crise. Nous allons dire justement, alors dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'avec cette loi de finances, on peut pousser un ouf de soulagement pour dire le bout du tunnel approche? Non, pas du tout. Pas du tout, en ce sens qu'il y a eu déjà des prévisions budgétaires dans les années précédentes, mais les élections n'ont pas eu lieu dans notre pays. Je me rappelle encore qu'en 2022, la loi des finances 2022 s'était inscrite dedans. Mais est-ce que les élections ont eu lieu en 2022? Non. Vous l'avez dit, la loi des finances 2024 aussi était dans les charges communes. Est-ce que les élections ont eu lieu? Non. Donc inscrire dans la loi des finances une prévision, une estimation budgétaire en lien avec l'organisation des élections n'est pas rassurant. Ça ne prouve pas qu'il y aura des élections, mais c'est juste une prévision. Et avec ces autorités de la transition, nous sommes habitués à toutes choses. Des engagements non pris. Nabi lui-même, il a rappelé, il dit que par le passé, ça a été inscrit dans la loi des finances. Ça prouve à quel point le peuple malien aujourd'hui, c'est-à-dire ne croit plus à des hommes qui nous dirigent. Ça, c'est une réalité. Parce que quand on fait 4 ans à promettre des choses qu'on ne fait jamais, finalement, tout ce qu'on va promettre, les gens se méfieront. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir de là? Ce n'est pas la loi des finances pour moi. Ce qu'il faut, il faut d'abord rassembler les forces vives de la nation. Nous sommes dans un vide. Oui, tout le monde ne peut pas reconnaître qu'il y a une crise au Mali. Tout le monde ne peut pas reconnaître que sortir de la transition, c'est gérer une crise. Tout le monde ne peut pas le faire. Nous comprenons les gens, nous respectons leur opinion, mais en réalité, aujourd'hui, nous avons une charte de la transition qui gère aussi le Mali. Si ce n'est pas une crise, c'est quoi une charte de la transition? Un pays qui vient de se doter d'une constitution, a-t-il besoin d'une charte pour se gouverner? Dans quelle partie de la Constitution le président de la transition, son nom est cité? Dans quelle partie de la Constitution
le CNT est cité, le Conseil national de transition. Dans quelle partie de la Constitution on fait cas du gouvernement de la transition? Ça veut dire que nous avons un document fondamental qui complète la Constitution. Ça, c'est une crise institutionnelle. Donc sortir de la transition, c'est régler une crise. On ne peut pas le nier. Même ceux-là qui sont à la tête du pays aujourd'hui pensent qu'il y a une crise institutionnelle au Mali. Maintenant, nous ne sommes pas dans qui a causé ou bien qui a fait quoi pour que nous nous retrouvons dans ça et qui doit faire quoi pour que... Non. On dit ensemble qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de là. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne s'agit pas de la loi des finances. Il s'agit de convier les forces vives de la nation. Société civile. Parce que les élections, c'est que les gens ne comprennent pas. Quand on parle d'élections seulement, certains s'énervent. Parce qu'ils pensent que les élections, ce sont les affaires des partis politiques. Non, loin de là. On a vu au Mali des présidents de la République qui ne sont pas ici des partis politiques. Les élections sont aussi l'affaire de la société civile. Mais c'est l'affaire des religieux. C'est l'affaire des autorités traditionnelles, les légitimités. Mais c'est l'affaire des journalistes. Mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc ce ne sont pas que les hommes politiques. Parce qu'il s'agit de nous doter d'un président démocratiquement élu qui va diriger, qui va prendre en charge notre destinée. Et là, ce n'est pas une question de parti politique. C'est pourquoi on est obligé d'appeler tout le monde, parce que ce sont les autorités, elles, qui ont parlé de légers reports. C'est elles qui nous ont amenés dans ces vides constitutionnels aujourd'hui. C'est à elles de nous sortir de là. Mais en le faisant, elles doivent convoquer tout le monde. On vient, on s'assoit, on va se convenir de quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut pour aller vers ces retours à l'ordre constitutionnel? C'est en ce moment que la loi des finances, avec la prévision budgétaire, va compléter les bonnes intentions et des autorités et de nous-mêmes. Merci beaucoup, Diakité. Que faut-il faire pour vraiment sortir de tout ce bourbion pour que le Mali on puisse avancer? Je pense que nous avons déjà étalé les failles de notre système de gouvernance. Et que faire maintenant? Nous savons réellement ce qui a manqué au Mali, ce qui manque au Mali. Et reconnaître déjà qu'il y a un problème, c'est déjà aller vers la solution. Alors c'est d'aimer ce Mali. C'est de mettre ce Mali au cœur de nos visions politiques et au-dessus de nos personnes. Les divergences sont normales, parce qu'il faut que d'autres refusent pour que nous parvenions à trouver la bonne solution adaptée à tous. Monsieur. Alors de ces divergences-là, qu'émergent les meilleures idées, comme le Forum des idées, les meilleures aspirations, intentions pour ce pays. Mais aussi que la confiance renaisse entre le gouvernant et le gouverné. Mais aussi que le peuple s'investisse dans la gouvernance. Parce que le résultat est visé est le peuple, mais le peuple aussi est l'acteur de l'atteinte du résultat. C'est par sa contribution aux impôts, c'est par son contrôle des actions de l'État, et c'est pas aussi son expression de ses besoins vis-à-vis de ses gouvernants. Et s'éveiller aujourd'hui est l'affaire de tous, des journalistes, des hommes politiques, de la société civile, de nous tous, pour que le Mali de demain ne soit plus dans cette crise de personnes ou de confiance qui nous amène toujours à regretter hier au détriment d'aujourd'hui et à compromettre l'avenir, le futur. Et si nous avons mis ce pays au-dessus de tout, nous arriverons à bon port. Sissoko, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour qu'on puisse vraiment dire ouf, le soulagement? Moi, je reviens là-dessus. Hein. C'est la voie qui est tracée qui nous sort de cette... qui achève le processus qui est en cours. Et cet achèvement passe par la tenue, n'est-ce pas, des instances qui matérialisent, qui légitiment, n'est-ce pas, ces étapes et la sortie en tout cas, du processus dans lequel on se trouve. Généralement, donner des indications selon le nombre d'années ou les acteurs, comparaison n'est pas raison. Donc, l'idéal, quand même, aujourd'hui, par rapport à la question, c'est que déjà, la volonté est là pour qu'on puisse aller vers, n'est-ce pas, ces élections, qu'on aille vers les instances qui permettent au Mali, en tout cas, d'achever le processus qui est en cours, n'est-ce pas, tout en faisant de manière à ce que les changements qu'il y a eu ici et là, que les facteurs qui ont contribué, n'est-ce pas, à ces changements, puissent continuer à être maîtrisés au fur et à mesure qu'on avance
n'est-ce pas, vers ces étapes-là. Que nous ne puissions pas être vers encore au dernier pas, d'aller par exemple à une instance majeure, que des épreuves ou des actions se posent qui puissent entacher cela, que tout ça s'intègre cette fois-ci dans l'organisation, dans la préparation de la phase finale qui est en cours. Ça peut se finaliser avec les mêmes acteurs, ça peut se finaliser avec d'autres acteurs, ça dépendra. Mais la volonté aujourd'hui qui est là, c'est un fait majeur que l'on retrouve, n'est-ce pas, la volonté budgétisée dans le budget du document national. Si ce n'était pas là-dedans, on ne peut pas parler de ça, n'est-ce pas? Et qu'on le trouve là-dedans en bonne et due forme et déjà voté, signifie que, pour en tout cas cette fois-ci l'enlever, il faudrait passer par une autre étape qui exige la même forme que ça avait été adopté. Donc moi je pense que la volonté elle est là, et les autorités même sont engagées. En tout cas, peut-être ils ont compris que au fur et à mesure les étapes franchies, vers les autres étapes pour compléter celles qui ont été franchies, c'est celles qui sont en train de se mettre en place et qui s'organisent actuellement. Justement, il faut s'asseoir, discuter, dialoguer pour que l'aube nouvelle s'annonce, pour que le Mali puisse s'éveiller au monde. C'est sur ces mots que se referme notre débat. Nos invités étaient M. Djoulou Sissoko, président du parti Force Patriotique pour le Changement, FPC Djekabara, Moussa Nabidakité, il est journaliste, directeur de publication du journal Élite, et M. Sekou Nami Batili, il est secrétaire de la communication et porte-parole du parti RPM, le Rassemblement pour le Mali. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Mali. Au revoir.